autorités algériennes, précise un communiqué de la présidence de la République. Notre ambassadeur à Paris a été rappelé. Quelles sont les raisons qui ont poussé à un tel dérapage? Est-ce de l'opportunisme politique ou se cache-t-il derrière d'autres desseins? Et quel avenir envisager entre les deux pays dont les relations restent minées par des questions mémorielles? Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau M. Mostafa Haddem. Bonsoir, vous êtes analyste politique. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Et nous avons depuis Montréal et depuis New York deux autres invités. Nous avons avec nous M. Ibrahim Zitouni, analyste politique. Bonsoir M. Zitouni. Bonsoir Madame Assari. Monsieur Amara Nourdine, vous êtes également avec nous. Vous êtes chercheur en histoire au Kamel Center à la Yale Law School. Vous êtes auteur d'une thèse sur les questions de la nationalité des Algériens. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois dans les annales des relations bilatérales qu'un président français tient des propos aussi hostiles envers l'Algérie, compliquant davantage des relations déjà très tendues entre nos deux pays, Monsieur Haddem. Oui, un président en exercice. Nous avons eu à vivre un certain nombre de déclarations d'anciens présidents. On se rappelle tous le problème de la Tunisie et d'avoir un voisin qui est l'Algérie. Sarkozy l'avait déclaré en Tunisie en pleine révolution du jasmin. Mais un président en exercice pour la Ve République et d'une manière aussi éhontée et effrontée, c'est la première fois avec M. Macron. Les propos tenus par M. Macron sont à ce niveau de responsabilité, du moins sur le plan moral, inélégants. Sur le plan diplomatique, c'est des propos inamicaux. Et sur le plan politique, c'est des propos dangereux. Dangereux, pourquoi? Parce qu'il y a un passif mémoriel important pour lequel nous avions pensé, il y a de cela quelques années, lors d'une visite du président Emmanuel Macron en Algérie, quand il avait déclaré que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Nous avons pensé qu'il souffrait, qu'il subissait. Nous rappelons la levée de bouclier contre Emmanuel Macron après ces déclarations, et nous avons pensé que la France officielle allait véritablement faire un pas en avant pour le règlement de ce problème mémoriel qui empoisonne les relations entre les deux pays depuis l'indépendance. Et on se rappelle ces petites phrases qui à chaque fois, relancent le débat mémoriel. En 1974, avec Valéry Giscard d'Estaing, la France historique qui salue le jeune État algérien. Et puis on se rappelle d'autres déclarations, comme ça a été le cas avec François Mitterrand, qui a tenté de faire de l'ingérence après l'arrêt du processus électoral, et Sarkozy idem. Mais c'est la première fois que des propos gravissimes portant sur l'existence même de la nation algérienne, ou des mots très forts comme la haine envers la France, la haine envers la langue française, envers la culture française, et une ingérence directe qui remet en cause le fonctionnement des institutions dans notre pays. Et la réponse a été à la hauteur de l'agression. Il faut dire que Alger n'a pas été dans l'escalade, que la réponse a été graduée. Quand vous lisez le communiqué de la présidence de la République, vous trouvez une phrase qui est très claire, qui dit « les propos non démentis ». Cela veut dire que dans les coulisses, il y a eu des démarches entre le Mouradia et l'Élysée, probablement pour dire que est-ce que c'est ce qui a été rapporté par le journal Le Monde et puis après par les réseaux sociaux et beaucoup de quotidiens français est vrai. Il n'y a pas eu de démenti. Cela a été aggravé aussi par les déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, contre toutes les us
et les coutumes et les traditions dans les relations diplomatiques entre États a fait, je pense qu'on peut l'appeler ainsi, a fait du chantage. Si l'Algérie et le Maroc et la Tunisie, mais plus précisément l'Algérie, venaient à céder, parce que c'est ce qu'ils disaient, nous allons revoir cette décision relative à la réduction du nombre de visas. Je pense que tous ces points, nous allons les aborder le long de cette émission. Je vais donner la parole à M. Zitouni. Monsieur Zitouni, quelle lecture faites-vous de cette escalade, de ces derniers propos? On peut, beaucoup l'expliquent par de l'opportunisme politique, mais est-ce que l'on peut tenir ce genre de propos en étant un président en exercice? Alors, moi, je laisserai les tenants de la thèse de l'opportunisme politique et de l'approche de la présidentielle leurs explications parce qu'elles ne me semblent pas très pertinentes. Ce qui me semble beaucoup plus pertinent, c'est une instrumentalisation des questions mémorielles pour tenter de freiner une réorientation de l'État profond algérien, de la superstructure algérienne, suite au mouvement social de février 2019, vers une autonomisation de ces souverainetés. Et je crois que c'est dans ce débat global qu'il faut comprendre les remarques d'Emmanuel Macron qui sont marquées par, je dirais, une certaine fébrilité. Pourquoi ? En réalité, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, la rupture du gaz annoncée au 31 octobre et qui impacterait très fortement les entreprises françaises qui sont au Maroc et qui comptent sur une électricité en provenance du gaz algérien de bon marché, les redéploiements convergents entre les États-Unis et l'Algérie sur le nord du Mali et sur le Niger, l'action diplomatique protectrice de l'Algérie vis-à-vis de la Tunisie et de la Libye, la convergence d'intérêts avec l'Égypte sur les questions du barrage en Éthiopie, tous ces facteurs de convergence internationale montrent que l'Algérie a arrêté sa glissade du renoncement diplomatique qui a marqué les 20 dernières années pour revenir à une diplomatie qui correspond à ses intérêts profonds en dehors de la diplomatie rentière des gazoducs. Donc nous avons là affaire à un véritable repositionnement, à une véritable translation des intérêts géostratégiques de l'Algérie dans ses redéploiements maghrébins, sahéliens, arabes et africains qui gênent profondément l'État français. Et je crois qu'il faut comprendre avant toute chose cette impatience, ce dérapage du président de la République français dans cette perspective-là. Ça, c'est le premier point. Le second point qui me semble très important, c'est le changement d'initiative stratégique qu'a permis le mouvement social du 22 février 2019 en rénovation et de l'État, à travers une constitution qui différencie mieux les responsabilités, qui positionne l'État algérien de façon beaucoup plus intéressante quant à l'exercice de sa souveraineté. Et on voit là que l'une des conséquences du mouvement social du Hirak de 2019, c'est justement se débarrasser d'un certain nombre des fractions du régime qui étaient alliées à la France. Nous n'avons pas entendu ce type de déclaration pendant 20 ans de régime de Bouteflika, bien au contraire. Rappelez-vous, en mars 2019, le président Macron demandait à partir de Djibouti une prolongation du mandat de Bouteflika pour une période transitoire. Et voilà ce même président qui, à l'époque, voulait du Bouteflika bis, nous dit aujourd'hui que le Hirak gênerait les autorités. On se demande sur quel pied il danse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le pied de l'opportunisme. Mais ce qui est fondamental et qui est, à mon avis, une tendance structurelle maintenant, c'est que le mouvement social de 2019 affirme dans son statut de rupture historique avec ce qui se passait auparavant
et que nous rentrons maintenant de plein pied dans une légitimité démocratique et non plus dans une légitimité historique qui a été fermée par le décès de deux grands moudjahid, le président Bouteflika d'une part et Feu Gaïd Salah d'autre part. Aujourd'hui, nous avons une autre génération qui arrive aux affaires. Elle est portée par une légitimité de démocratie ou en tout cas de démocratisation parce qu'il n'y a pas d'autre voie et c'est l'étape qui nous attend de plus en plus marquée. Et c'est au moment où nous allons vers la démocratisation de nos institutions de manière ordonnée et de manière déterminée que l'on nous reproche la rente mémorielle qui aurait pu être reprochée à ceux qui faisaient de la légitimité historique un commerce chez nous, mais non. On le reproche à ceux qui veulent entamer une étape démocratique dans le pays. Donc vous voyez qu'il y a des instrumentalisations qui sont là et qui démontrent une seule chose, c'est que face à cette orientation nouvelle portée par le mouvement social de 2019, prolongée par les décisions de l'État profond et de l'État démocratique en Algérie, eh bien, il y a une véritable inquiétude, une inquiétude sourde, réelle, tangible, structurelle de la France, qui commence à comprendre que nous sommes sortis de la rente diplomatique pour rentrer dans des relations assumées avec le monde. Merci à M. Zitouni. On a une vision plus large sur cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Monsieur Amara, aujourd'hui, quelle est votre lecture de ce qui s'est passé actuellement? Les propos d'Emmanuel Macron ont été forts, violents, hostiles envers nos institutions, mais aussi envers notre mémoire. Il remet complètement en cause l'existence d'une nation avant la colonisation française. Que lui répondre aujourd'hui? Bonsoir. Disons que je suis surpris par l'effet de surprise suscité par le discours du président Emmanuel Macron. Parce que, comme l'ont rappelé nos deux collègues, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On sait très bien qu'à différentes échéances électorales, le sujet de la mémoire de la colonisation revient sur le tapis en France pour des enjeux électoralistes. Mais moi, je considère, sans nier ce côté opportuniste, qu'il faudrait peut-être raccrocher ce discours-là à une véritable manière de penser encore la perte de l'Algérie française pour un certain secteur d'opinion en France. Les nostalgiques de l'Algérie française, oui. Oui, qui, disons, est une blessure peut-être plus purulente que les crimes de la colonisation eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que si on reprend le discours du président français, Emmanuel Macron, il n'y a rien de nouveau, si je peux dire. C'est-à-dire que ce sont des thèmes qui réactualisent, qui servaient notamment à justifier et la colonisation et au moment de l'indépendance, de notre indépendance, qui étaient réactualisés par des historiens qui vivaient cette perte de l'Algérie comme une blessure narcissique, ce qui peut s'entendre. Mais si on reprend les différents thèmes qui ont été mobilisés, le premier thème, c'est celui d'un système qui jouerait contre, d'un système politique, s'entend, qui jouerait contre une population algérienne. C'était un des arguments, sans dresser de continuité absolue entre ces deux moments, mais c'était un des arguments qui rejouait la dialectique du turc contre l'indigène, et que la France serait venue en Algérie notamment pour sauver l'indigène du turc. Donc on a cette forme de réactualisation-là d'un État français qui agirait plus pour la société algérienne que pour le système politique qui la rendrait prisonnière. Alors là, on peut déjà relever un des paradoxes dans les discours français. On ne peut pas d'un côté féliciter l'élection du président Abdelmadjid Tebboune comme étant une élection démocratique et d'un autre côté dire qu'il est finalement prisonnier ou le fait d'un système. Donc là, il y a une sorte de contradiction apparente dans le discours français, mais laissons soin au président Emmanuel Macron de préciser sa pensée. Le deuxième point sur la question de la nation algérienne. On doit discuter de cette question-là. Ce n'est pas une question taboue. De la même manière qu'on peut le faire lorsqu'on parle de la nation italienne, de la nation française ou allemande, d'ailleurs à ce même moment de l'histoire qui est le 19e siècle, un moment de formation. Le souci, c'est que dans le discours présidentiel français, cette question de l'existence ou non de la nation est mobilisée comme pour discréditer une demande de justice qui serait légitime de la part de personnes algériennes ayant subi ou alors ayant été les enfants de personnes qui ont subi les crimes coloniaux.
Et c'est cette approche-là qui vise notamment à créer une fausse équivalence, de mon point de vue, entre le précédent ottoman et la colonisation française. Ça cherche un peu, si vous voulez, à obtenir une sorte de décharge française sur les crimes coloniaux en disant écoutez, on n'est pas les seuls à avoir colonisé l'Algérie. Il y a eu un précédent ottoman, et donc comme tout le monde est un peu colonisateur, la faute est un peu diluée dans une séquence historique beaucoup plus longue et qui en réalité ne tient pas la route pour 2 points très rapidement. Le précédent, ce qu'on appelle le précédent ottoman, d'ailleurs le précédent ottoman lui-même pose problème, n'est pas le résultat d'un fait de conquête. Et on est au XVIe siècle dans un moment de l'histoire où le monde n'est pas configuré sous forme d'État-nation, avec une dimension impériale beaucoup plus importante, et qui finalement me font dire qu'il n'y a pas d'identité de situation entre cette forme d'impérialisme, qu'on peut appeler aussi comme cela, et l'impérialisme qui viendra bien après, notamment au XIXe siècle. La deuxième différence fondamentale, c'est que la colonisation, c'est d'abord un impact et une prise de possession, et sur la terre et sur la culture. Toute la dépersonnalisation conséquente à l'œuvre de colonisation. Il ne me semble pas que le précédent ottoman rentre dans ce cas de figure-là. Alors quand je dis cela, je ne sais pas non plus faire montre d'une nostalgie des temps ottomans. Je ne dis pas que les temps ottomans c'était aussi finalement une parenthèse heureuse qu'aurait rompu la colonisation française. Je dis simplement que ces deux situations ne sont pas identiques d'un point de vue historique et que ces équivalences forcées que la politique française essaye de remettre sur le devant de la scène participe aussi à une volonté finalement de ne pas rendre justice et de limiter la question des crimes coloniaux à une sorte de politique de la mémoire à laquelle je ne souscris pas. Voilà. Merci, Monsieur Amala. Une analyse très pertinente. Monsieur Hadem, aujourd'hui, il relève ce paradoxe ou cette duplicité dans le discours des autorités françaises. On fait parfois un pas en avant, 10 en arrière. On veut montrer qu'on veut aller vers un apaisement des relations. Il y a eu cette déclaration d'Emmanuel Macron en 2017. Il y a eu cette reconnaissance des crimes de torture et d'assassinat de Ali Boumendjel après le rapport remis par l'historien Benjamin Stora. On revient sur tous ces propos. Il y a un double jeu derrière pour des intérêts électoralistes, c'est-à-dire qu'on ressort la question de l'Algérie mémorielle quand ça sert leurs intérêts. Il y a d'abord de l'imposture. Le rapport de Benjamin Stora a fait l'impasse sur l'essentiel des crimes. Des excuses. Et les véritables crimes sont d'abord les crimes commis dans le Dahra avec les enfumades. Presque un siècle avant le Troisième Reich, l'armée française avait déjà inventé les fours crématoires. L'impasse a été faite aussi sur des crimes odieux commis dans plusieurs régions du pays. Il faut rappeler que ce que l'armée française a appelé la pacification, c'est-à-dire l'occupation du territoire, ne s'est pas faite facilement. En 1830, au moment du débarquement, Alger n'a pas été déclarée ville ouverte. Il y a eu de la résistance. Il faut dire que pour partir d'Alger jusqu'à jusqu'à Fort National, il a fallu 27 ans et des crimes le long de Wadi Yasser et des crimes horribles dans la région des Charaïouane. Le rapport de Benjamin Stora a fait l'impasse sur les assassinats et les viols commis par les soudards de l'armée française. Je vais vous interrompre juste pour reprendre le communiqué de la présidence qui dit « Ces crimes qui ne sont pas prescriptibles ne sauraient faire l'objet d'une manipulation des faits d'interprétation atténuante. Pour la présidence de la République, la propension des nostalgiques de l'Algérie française et des milieux qui se résignent difficilement à l'indépendance, plaine que les Algériens ont gagné de haute lutte, s'exprime à travers de vaines tentatives d'occulter les exactions, massacres, enfumades, destruction de villages éradiqués
l'éradication des tribus des résistants qui sont des génocides en série que les acrobaties conceptuelles et les raccourcis politiques ne parviendront jamais à occulter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut occulter ou minimiser carrément les affres de la colonisation je vais vous dire, notre ami l'historien est revenu avec avec une approche très pertinente. Moi, je parlerai des aspects politiques. Il y a une crise entre Ankara et Paris. Cette crise a été provoquée par l'incursion du politique dans le mémoriel, dans l'histoire. Vous savez, ce mariage un peu contre nature entre la politique et l'histoire n'a jamais eu des conséquences heureuses. Quand un Parlement se met à écrire l'histoire, quand un président de la République, prodige de la finance internationale, se met à vouloir réécrire l'histoire, les conséquences ne sont jamais heureuses. Vous savez, l'Algérie, son peuple, son État, ses institutions, n'ont pas à être utilisés dans une crise profonde entre Ankara et Paris depuis que le Parlement français a décidé unilatéralement de traiter à sa manière le génocide arménien. Nous ne sommes pas un punching ball. L'Algérie est une nation établie, c'est un État souverain. Maintenant, on se rappelle une autre incursion du politique dans l'histoire, dans le mémoriel. C'est cette résolution du Parlement, du même Parlement français, dans une autre législature, sur les bienfaits du colonialisme. Et je voudrais rappeler cette phrase de Béchir Hadj Ali, Rabbi Rahmou, qui disait « Le colonialisme, la colonisation est le mal absolu ». Emmanuel Macron parle de manipulation mémorielle. Qui manipule mémoriel, la mémoire entre les deux peuples? Ce sont les candidats successifs à la présidentielle, à la haute fonction présidentielle en France. Ce n'est pas les Algériens, ce n'est pas les autorités algériennes. Quand vous êtes à quelques encablures de la présidentielle et que vous décidez d'honorer les harkis dans un haut lieu symbolique à l'Élysée et que vous décidez d'instituer une journée de mémoire pour les harkis, je vous dis à titre personnel, je considère que le problème des harkis, ce qu'on appelle les supplétifs de l'armée française, est un problème franco-français. Oui. Ce sont les autorités françaises. Au lendemain de l'indépendance, c'est le général de Gaulle qui avait instruit son ministre de la guerre, Pierre Messmer, pour ordonner aux chefs d'unité de ne pas ramener dans leur bagage, et c'est le terme qui a été utilisé, de ne pas rapatrier les harkis. Les enfants de harkis en 1974, quand ils se sont élevés contre leurs conditions de vie, n'ont pas manifesté devant l'ambassade d'Algérie en France, n'ont pas manifesté devant un consulat, ils ont manifesté devant la préfecture de Gironde. Donc c'est un problème qui les concerne. Tant que, ici, à Alger, que ce soit au niveau officiel ou populaire, on se sent touché par ces agissements, par cette danse macabre sur la mémoire, notamment sur le dossier des harkis, tous les candidats futurs de la 5e, voire de la 6e République, vont essayer de jouer cette carte. Donc, le mémoriel, le fait que Emmanuel Macron en parle devant des jeunes Algériens et des jeunes d'origine algérienne à quelques encablures de la présidentielle rend complètement caduque et inopportun
pleine de duplicité, son discours. On lui reproche aujourd'hui de vouloir surfer sur la même vague qu'Éric Zemmour, qui veut aujourd'hui ratisser, enfin Emmanuel Macron qui veut ratisser plus large, surtout du côté de l'extrême droite. Monsieur Zitouni, pour vous, les propos ne sont pas peut-être juste portés par rapport à l'élection, non pas de portée électoraliste, mais autre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le timing, quand même, a un rôle à jouer? On ne peut pas l'ignorer. Non, bien entendu, les arrière-pensées électoralistes sont là. Mais je pense que le timing n'est pas déterminé par le calendrier électoral. Il est déterminé par la visite du ministre espagnol des Affaires étrangères à Alger, qui a reçu confirmation de la part des autorités algériennes que notre gaz se vendrait directement aux Espagnols en ne passant plus par le territoire marocain. C'est de mon point de vue ce qui déclenche le côté irascible de la déclaration d'Emmanuel Macron. Il y a donc là des enjeux internationaux importants, il y a d'autres enjeux qui dépassent très largement la petite cuisine électorale. Mais sur la question mémorielle, je pense que nous avons tort. Nous avons tort de vouloir en faire un sujet de discussion. La preuve, ça ne marche pas. La question mémorielle ne peut pas être traitée dans un cadre bilatéral. Ceux qui pensent qu'on peut traiter les questions mémorielles dans un cadre bilatéral se trompent. La preuve par 9 nous a été donnée par le président Macron. Il faut donc traiter les questions mémorielles, chacun de son côté, pour ce qu'elles sont de chaque côté. Nous ne pouvons pas avoir la même histoire. Je veux dire une chose très clairement. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs dans la décolonisation de l'Afrique, c'est la République algérienne démocratique et populaire. Donc, la difficulté qui se pose aux Français, c'est comment écrire une histoire où ils sont les vaincus. C'est ça le débat de fond. Or, nous sommes les vainqueurs sur le plan politique, nous sommes les vainqueurs sur le plan moral, nous sommes les vainqueurs sur le plan éthique, nous sommes les vainqueurs sur tout ce qui concerne cette phase historique. C'est à nous d'écrire notre histoire et à personne d'autre. Et pourquoi nous partagerions cette écriture avec d'autres? Il y a donc là un hiatus au sens profond du terme. L'écriture est une affaire de l'histoire et l'affaire de notre histoire et l'affaire des historiens algériens. Nous n'avons pas à travailler les questions mémorielles avec qui que ce soit. Merci à M. Amala. Je vous laisse rebondir ce que vient de dire M. Zitouni. Nous devons écrire notre histoire. Et je vais vous dire une chose. Oui. Ceux qui fonctionnent sur la rente mémorielle, ce n'est pas nous. C'est d'autres. Oui. C'est d'autres qui fonctionnent sur la rente mémorielle. D'autres qui sont au pouvoir à Paris et ailleurs. C'est eux qui fonctionnent sur la rente mémorielle. Contre argent sonnant et trébuchant, le président Saad Abdelmajid Tebboune a été très clair. Il n'attend rien, aucune compensation. Donc, ceux qui fonctionnent sur la rente mémorielle n'appartiennent pas à notre culture. Monsieur Amala ? Aujourd'hui, finalement, ce que vient de dire M. Zitouni, c'est que la pilule ne passe toujours pas. Après la révolution algérienne, ce sentiment de défaite ne passe toujours pas. C'est à nous aujourd'hui d'écrire notre histoire, nous qui les avons vaincus. Je partage le point de vue de M. Zitouni sur la question de l'impossibilité du hiatus à penser une politique de la mémoire et de l'engager dans des relations bilatérales. Différents historiens algériens ont écrit là-dessus au moment de la sortie du rapport de Benjamin Stora. C'est véritablement, je souscris à cette idée d'impossibilité. J'ai envie de dire, le roi est nu en réalité. Je veux dire, les propos d'Emmanuel Macron, effectivement, agissent comme un révélateur de cette impossibilité. Là, encore une fois, je partage cette opinion-là. Ceci étant dit, les deux États, moi je pense que les usages qu'on appelle les usages politiques du passé, ce sont une pratique courante des États en réalité. Les États ont tous
dans leur volonté de faire cohésion, une politique de la mémoire. Et je pense que l'État algérien participe également, joue sur ce ressort-là autant que la France ou d'autres États. C'est pas là le problème. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre ce qu'on pourrait appeler ces dispositifs mémoriels, et ce qu'est l'histoire à écrire, évidemment. Et il y a véritablement une asymétrie dans la production des savoirs qu'il faut prendre à bras-le-corps en Algérie. Et ce qui ne retire rien aux travaux des collègues et des chercheurs, mais ce qui pose aussi la question de l'accès aux archives, il faut le dire très clairement. On perd beaucoup de temps dans ces questions administratives d'accès aux archives qui finalement nous remet toujours dans cette idée d'une répétition générale, d'une mémoire tortueuse de la France en Algérie et qui surdétermine nos propres débats. Par exemple, sur la question des harkis, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une histoire que française. C'est la responsabilité française qui est engagée sur la question de leur accueil en France. Là, on est d'accord. Mais la question des harkis, c'est une question qui est aussi une question qui intéresse la société algérienne. C'est une question qui permet de relire la question des engagements pendant la guerre d'indépendance algérienne. C'est une question qui permet de rendre plus de complexité finalement à ce qu'était la société algérienne sous la domination de la colonisation. De mon point de vue, il n'y a pas d'harkis sans colonisation. Ce qui veut dire qu'il faut réinscrire cette question-là dans une longue durée, mais ne pas trouver prétexte qu'un soi-disant rapatriement en France constituerait comme quelque chose qui serait mis hors d'un questionnement qui serait proprement algérien. C'est aussi une question qui nous intéresse. La deuxième question, je pense, le deuxième point, là, je pense, où on fait également fausse route, si je peux dire, c'est qu'on confond mémoire et justice. La question des crimes coloniaux, la vérité est établie. On n'a pas besoin de considérer le gain de connaissances historiques comme une forme de reconnaissance de ces crimes et qui vaudrait pardon, si je peux dire. La question qui est posée, c'est celle de justice, c'est pas celle de mémoire. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance historique qui engage la responsabilité d'un État, d'un point de vue juridique, et qui pose la question des crimes contre l'humanité sous l'angle de l'imprescriptibilité. C'est ça que nous devons travailler si on veut faire avancer également le débat, et en Algérie, mais pas que pour les Algériens, pour d'autres situations. Ce n'est pas une question de mémoire, ce n'est pas une question de pardon, ce n'est pas une question de reconnaissance, ce n'est pas une question de repentance. Pour moi, tout cela nous maintient au seuil d'une question fondamentale, pour nous et pour les autres, une question de justice. Donc c'est cela qu'on doit travailler à mon avis, et la question du mémoire, elle nous maintient dans un non-deçà de la justice. Je vous laisse rebondir sur ça, il n'est pas question de repentance aujourd'hui, une question de justice. Oui, une question de justice, mais seulement si vous me permettez, madame, de recentrer le débat. Vous savez, l'histoire, dans cette affaire-là, a servi d'alibi. Il y a d'autres réalités d'ordre géostratégique qui ont poussé le président Macron à créer une situation de crise avec notre pays. Nous connaissons les accords étroits entre l'État vassal du Makhzen avec la France. La France ne pouvait pas, avait essayé par des déclarations alambiquées, il y a de cela 2-3 semaines, de proposer à Alger, j'allais dire, de servir d'intermédiaire pour rapprocher les points de vue, devant le refus de notre pays à toute ingérence. Si vous vous rappelez, le leitmotiv était le suivant: la décision de l'État algérien est une décision souveraine. La rupture des relations diplomatiques a été une décision souveraine. La fermeture de l'espace aérien aux avions civils et militaires du Maroc, ou tout avion immatriculé au Maroc, est une décision souveraine. Il fallait pour le président Macron trouver un moyen de créer, si vous voulez, une situation de crise qui lui permettra d'afficher définitivement ses positions de protecteur du Makhzen et d'allier, c'est-à-dire que nous avons 3 capitales maintenant. Nous avons Rabat, Paris et Al-Quds, que je ne considère pas comme capitale de l'entité sioniste. Pour moi, c'est la capitale de la Palestine. Mais il y a des faits de réel politique qui sont établis. Donc, il faut revenir à ce débat. Le débat mémoriel, oui, il est très important.
Bien entendu, même si je ne partage pas complètement le point de vue de mon ami Brahim Zitouni, oui, nous sommes les vainqueurs. Mais nous ne pouvons pas unilatéralement décider d'écrire notre histoire. Notre histoire n'a pas été écrite pendant 60 ans. Il faut qu'on se dise entre nous un certain nombre de vérités. Nous avons pollué notre histoire. Nous n'avons pas écrit l'histoire véritable. Et tout ça, pourquoi? Encore une fois, parce que le politique s'est ingéré dans l'écriture de l'histoire. Mais bien entendu. Revenir aux faits et laisser les historiens faire leur travail. L'histoire est une affaire de professionnels, de professeurs d'histoire, d'historiens et de chercheurs. Le politique n'a pas à s'ingérer à chaque fois, ici ou ailleurs. À chaque fois que le politique intervient, il travestit, il tente de travestir les faits historiques, parce que les faits historiques sont là, ils sont têtus. Je reviens, si vous me permettez, sur le plan géostratégique. La France a perdu la main en Centrafrique au profit de la Russie. La France a perdu la main au Mali. Au profit de la Russie. Mais bien sûr, les résultats enregistrés... On l'a vu, le ministre malien à l'ONU. Le Premier ministre malien... le Premier ministre malien, pour une phrase, la France nous a abandonnés en plein vol. Vous avez vu les déclarations au vitriol de... Mais vous savez, quand on est mauvais perdant et on devient agressif. Vous savez, les résultats enregistrés par l'armée malienne avec les Spetsnaz, les commandos russes, en l'espace d'un mois et demi, sont supérieurs aux résultats enregistrés par Serval et Barkhane réunis. On se cache derrière un peu les problèmes mémoriels ou les discours mémoriels, mais en fait c'est pour cacher un problème de politique interne à la France et une débâcle qu'elle a eue en Afrique. Vous savez, la France d'Emmanuel Macron a eu plusieurs camouflés les USA et l'Australie. Au niveau intérieur. Oui. Le président Macron n'a pas su gérer les gilets jaunes. Il n'a pas su gérer la Covid-19. Oui. C'est le seul pays qui dit appartenir à l'élite du monde qui n'a pas fabriqué un vaccin propre à lui. C'est un pays qui a voulu garder une zone d'influence en Afrique, mais qui n'a pas été à la hauteur. C'est le COVAX, et c'est les Russes et les Français qui ont fourni à l'Afrique les vaccins. Mais je veux vous dire, il est à l'approche des élections, il veut faire feu de tout bois. Mais les faits sont établis. L'Algérie est revenue sur le plan diplomatique dans sa profondeur stratégique. Elle est revenue sur le dossier libyen et le monde entier, les États-Unis, Washington, Pékin et Moscou considèrent qu'il faut passer par Alger pour régler le problème libyen. Le monde entier, y compris les Français, se sont retrouvés dans l'obligation de reconnaître que pour régler le problème malien, il faut revenir aux accords d'Alger. Je vous dis, c'est le perdant. Il a fait, en son fort intérieur, en plus... Finalement, à 6 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron se retrouve en mauvaise posture. Son bilan, madame. Son bilan est mauvais. Il a fait son bilan. Oui. À cela, de camoufler une gifle au propre et une gifle au figuré, la dernière, avec les USA. Avec les USA et l'Australie et la Suisse. Ils ont perdu le marché au profit du F-35 américain et ils ont perdu le marché des sous-marins au profit des États-Unis. Parce que les Australiens ont compris que la France n'est pas une puissance mondiale et qu'ils ne pouvaient pas les protéger contre le danger chinois. C'est la perception des Australiens. Monsieur Zitouni, alors est-ce que finalement ce dérapage d'Emmanuel Macron cache plus un mal-être politique interne à la France et un mauvais bilan à 6 mois des élections présidentielles françaises? Une perte de vitesse,
Oui, je crois que cette réaction est l'expression de deux grands mouvements, j'allais dire deux grands mouvements qu'il faut prendre dans leur profondeur historique. Le premier mouvement, c'est que la France n'a même plus les moyens de se payer une politique de l'impérialisme du pauvre. C'est-à-dire qu'on voit bien que déjà c'était des tendances qu'on voyait dans la diplomatie française. Dès le XVIIIe, XIXe siècle, les défaites napoléoniennes ont ouvert la voie au colonialisme français en Afrique, parce que face aux grandes puissances européennes qui avaient pris le dessus sur la France et l'aventurisme bonapartien, eh bien, il fallait essayer de faire face aux Européens à travers des acquisitions africaines. Cet impérialisme du pauvre, aujourd'hui, on voit bien qu'entre l'entre-deux-guerres, en France, ça s'exerçait sur l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, ça veut s'exercer sur l'Afrique et en particulier l'Afrique du Nord. Mais, comme il a été rappelé très justement par Si Mostafa Haddem, on voit bien que la France n'a plus les moyens de sa politique, ni mondiale, et j'allais dire ni régionale, d'autant qu'elle s'est emprisonnée dans une alliance qu'elle a intégrée au sein de l'OTAN et qui ne lui donne plus les marges de manœuvre qu'elle avait auparavant. Ça, c'est le premier mouvement historique. Le deuxième mouvement historique qui me semble extrêmement important, c'est que la France n'arrive pas non plus à réaliser des tentatives de containment du pauvre, c'est-à-dire de l'encerclement des pays qu'elle vise, essentiellement les pays d'Afrique francophone, les pays sahéliens et les pays maghrébins. Elle n'y arrive pas tout simplement parce qu'elle est courte sur le plan budgétaire et ceci est doublé par une divergence d'intérêts fondamentale entre elle et les États-Unis sur la question africaine, mais aussi sur les questions asiatiques. Il y a là donc une double problématique française à résoudre qui sont inscrites dans des tendances historiques lourdes et je ne vois pas comment, au vu de ce qu'est la France aujourd'hui, comment cette glissade du déclassement français depuis une trentaine d'années pourrait s'arrêter. Et face à ce déclassement français, eh bien, il y a un reclassement maghrébin contradictoire porté par l'Algérie, qui est le barycentre des recompositions en Afrique du Nord. Et c'est pour ces raisons-là qu'il y a ces crispations. Le facteur interne me semble un instrument pratique d'expression d'une inquiétude profonde et qui s'inscrira dans la durée parce qu'aujourd'hui, l'Algérie est rentrée dans une phase démocratique qui verra ces mouvements profonds se différencier autant sur le plan de ses alliances géopolitiques que sur le plan de ses élargissements économiques et culturels. Monsieur Amala, pour revenir un peu au discours d'Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec des jeunes Français d'origine algérienne et à la veille du 17 octobre ou de la commémoration du 17 octobre 1961, une question leur a été posée. Que me conseillez-vous ? On lui conseille un discours, mais un discours tourné vers l'avenir, intégrant toutes les mémoires et pas nécessairement fondé sur des excuses. Je sais que vous parliez de justice, mais que peut-on dire sur cette intervention ? Peut-on réellement le faire ? Déjà, je voudrais apporter un correctif, si vous me permettez, oui. Parce que je pense que dans ces questions de discours, si on maintient l'analyse à ce niveau discursif, la qualification est un enjeu. Donc, quand vous dites les Français d'origine algérienne, il ne faudrait peut-être pas renvoyer leur appartenance à l'Algérie à une archéologie de l'identité, mais ils sont aussi algériens, parce que généralement, ils ont la double nationalité. Oui. Donc, tout l'enjeu est de dire finalement... je pense que l'enjeu, c'est aussi cette diaspora algérienne, et puis il faut en faire une chance pour l'Algérie. Donc, ce sont aussi des Algériens, et c'est à eux de se déterminer. Donc, Macron, le président Macron, sait jouer de cela. En Algérie, on sait moins le faire. Donc, il faut, je pense, ce que je veux dire par là, je pense qu'il faut articuler l'audace du président français à quelques-unes de nos faiblesses, et l'une de nos faiblesses est aussi la gestion de cette diaspora. Le deuxième point, sur la question des excuses. On nous dit, on répète qu'il n'y a pas de repentance, qu'on ne demande pas la repentance et que c'est par refus de repentance qu'on demande pardon. Donc là, on nous met dans la position, encore une fois, ce qui
je vous le dis clairement, m'agace un peu en réalité, c'est la position d'attendre le prochain discours d'Emmanuel Macron sur le 17 octobre 61. Donc finalement, on est toujours rattaché à un agenda dont on n'a pas la maîtrise dans cette politique mémorielle, qui est l'agenda français. Si on prend le discours, par exemple, sur les Harkis, par rapport à ce qui pourrait être dit sur... Non, Monsieur Amara, s'il vous plaît, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on utilise ces termes un petit peu pour justifier justement ce refus de s'excuser en disant on veut se tourner vers l'avenir. Est-ce qu'en se tournant vers l'avenir, on doit oublier le passé ? Mais alors, je l'aurais dit, ce n'est pas une question d'oublier le passé, parce que l'oubli n'est pas possible. Si vous interrogez quiconque sur ce qu'a été la colonisation, y compris les descendants d'Algériens qui sont en France, c'est une mémoire qui reste vive, pas forcément douloureuse, pas forcément névrotique, mais c'est quelque chose qui est présent. La question, c'est encore une fois la question de justice. Qu'est-ce qu'on fait de crimes coloniaux qui peuvent tomber sous... On a un souci de connexion. Monsieur Zitouni, vous voulez intervenir ? Je vous voyais hocher de la tête. Oui, tout à fait en droite ligne de ce qui vient d'être dit par notre ami. Il me semble que sur le plan politique, ça devrait au contraire s'exprimer sous la forme de ce qu'a voulu faire finalement Béchir Boumaza à l'époque, une fondation du 8 mai 1945, mais ce serait une fondation de reconnaissance des crimes du colonialisme, à qui on donnerait une association, à qui on donnerait des assises juridiques et qui irait sur le plan et national et international lutter pour une reconnaissance auprès des instances internationales ad hoc, une reconnaissance des crimes coloniaux et que l'on qualifie sur le plan juridique et sur le plan du droit international, le colonialisme de crime contre l'humanité. Et peu nous importent les belles paroles, ce qui nous importe, ce sont les qualifications qui seraient retenues par le droit international de cette phase historique qu'a été le colonialisme, avec ses corollaires contraignants d'un point de vue juridique. Et je crois qu'il est nécessaire en Algérie de passer à une autre étape, une étape beaucoup plus active, beaucoup plus supérieurement intelligente, où l'on forgerait, sur la base des crimes coloniaux, un outil de rétablissement de l'éthique et de la justice, pour reprendre les termes de notre ami historien, de telle façon que cette action puisse s'inscrire au crédit de l'Algérie, pas simplement pour les crimes coloniaux qu'elle a subis, mais pour l'ensemble des peuples qui ont subi des crimes coloniaux, de l'Afrique du Sud à l'Amérique du Nord, de l'Asie à l'Amérique latine. Voilà une action de concertation qui ferait de l'Algérie un pays d'avant-garde dans ce domaine-là. Monsieur Amara, je vous redonne la parole, vous avez été interrompu. Juste pour revenir sur cette diaspora algérienne, aujourd'hui la politique algérienne recentre ses intérêts sur la diaspora algérienne, d'où le titre du ministre des Affaires étrangères et de la communauté établie à l'étranger, Monsieur Ramtan Lamamra. Oui, mais il ne faudrait pas voir, si vous voulez, la question de la diaspora que d'un strict point de vue, d'un apport économique ou de compétences. Je pense que c'est aller au-delà, parce qu'il y a une dimension significative de ce que représente finalement cette migration algérienne et cette diaspora dans le monde, notamment en France. Mais juste pour reprendre rapidement ce que vient de dire M. Zitouni, je souscris parfaitement à ce qu'il dit. Et si j'insiste là-dessus, c'est que avec deux collègues, Ama Edo et Liliane Oumbeyi, je collabore à un projet qui s'appelle African Future Action Lab, donc on pourrait traduire en français par Laboratoire d'action sur le futur africain, et qui, dans une dimension panafricaine, pose cette question de la réparation et de la justice, non plus dans une relation verticale à la France, mais dans une horizontalité qui nous est nécessaire, qui est de penser cette approche du colonialisme, non pas pour nous-mêmes, mais pour le monde. Et je pense que c'est une chose qui a besoin d'être travaillée avec beaucoup plus de soutien également. Lorsqu'on parle effectivement que l'histoire n'est pas faite, mais il faut se poser la question des conditions institutionnelles et matérielles qui permettent cette accumulation des savoirs en Algérie. Donc il faut, je pense, sans nier
les forces en mouvement qui participent à une reconfiguration régionale, si vous voulez, au niveau du Maghreb, du Sahel. Je suis d'accord là-dessus, mais je pense qu'on surdétermine l'impact que peut avoir le discours d'Emmanuel Macron sur ces questions-là. Je pense qu'on surréagit un peu parce qu'on est toujours dans la réponse véritablement. Donc je redis, il faut reposer la question du savoir en Algérie et du savoir en Afrique. Et c'est ça qui pourrait finalement nous permettre d'être en position non pas de faiblesse ou de surréaction à un discours présidentiel qui n'engage que lui en réalité. Oui, Donc, surtout que pour revenir un peu ce qui a été dit sur la création de la nation, je vais reprendre les propos d'une auteure historienne, Hélène Blay, qui dit qu'il faut combattre, ou qu'il faut, pour commencer, combattre ce mythe de la terra nullius. C'est un peu l'argument récurrent des colonisateurs, et pas seulement en Algérie, qui justifie une emprise par le fait qu'il n'y aurait rien eu avant. On se cache souvent derrière ce genre de propos pour justifier une colonisation. Vous savez, au-delà de cela, les Français en Algérie ont inventé un concept qui n'a aucune assise traditionnelle en Algérie, les terres arches. À chaque fois qu'ils voulaient s'accaparer d'une terre, elle déclarait que cette terre n'a pas de propriétaire. Qu'il s'agisse en termes de nation, c'est une terre qui n'a pas de propriétaire, ou qu'il s'agisse de territoire. Je suis désolé de vouloir, en ce qui me concerne, sortir du débat historique. Oui. Je pense que le travail doit être fait par les historiens algériens. Alors pour revenir justement aux questions politiques, il nous reste très peu de temps. On va aborder, avant le dérapage, il y a eu ce chantage. La France, qui est un pays d'immigration et qui s'est construit grâce à elle, divise par 2 le nombre de visas accordés aux Algériens. Cependant, il apporte la précision que les étudiants et le monde économique seraient épargnés. C'est une pratique qui n'est pas usitée entre États. D'abord, il s'agit d'un chantage, parce que le ministre de l'Intérieur pose un certain nombre de conditions pour revenir à la normalité, ce qu'il appelle la normalité en termes de nombre de visas attribués aux Algériens et aux Tunisiens. Parce que pour le Maroc, la France n'est pas une terre d'immigration, c'est la Belgique et la Hollande qui est une terre d'immigration, donc ils réduisent par moitié ou par tiers, cela importe peu. Faire du chantage à un pays souverain, c'est-à-dire où vous reprenez vos délinquants, où vous reprenez des jeunes Algériens qui sont devenus des islamistes extrémistes, et pour la majorité, on fait le coup de feu. Oui, pour la majorité, on fait le coup de feu en Syrie, et qu'ils sont revenus, pardonnez-moi l'expression, ils veulent nous les fourguer sans nous donner la possibilité de vérifier si ce sont véritablement des Algériens. Alors qu'en même temps, des Algériens qui sont arrivés en France, comme Harraga, sont protégés par les services français. On leur ouvre toutes les portes à condition qu'ils acceptent d'insulter leur pays, l'histoire de leur pays et les institutions de leur pays. Ces 2 poids, 2 mesures et cette duplicité dans le langage, nous en sommes habitués. Sur le plan mémoriel, je voudrais dire une phrase. La France a présenté ses excuses pour les Noirs, pour la traite négrière. Elle a présenté ses excuses pour la communauté juive après le Veldiv, après les rafles du Veldiv. Elle a présenté des excuses à tout le monde, sauf à l'Algérie et aux Algériens, parce que c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce politique. Oui, c'est ce qui se passe. Et ça va encore continuer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, madame, 5e, éventuellement 6e République. Il nous appartient à nous, Algériens, d'aller chercher nos archives. Elles ne sont pas uniquement en France. Vous avez des historiens anglais, des historiens américains
qui ont travaillé je rejoins M. Amara quand il dit il faut sortir de cette logique de verticalité. Nos archives ne sont pas uniquement en France. Nous pouvons faire des recherches avec d'autres pays, avec des universitaires. Mais pour moi, cela ne doit pas relever de la politique. Il s'agit d'un travail académique, d'une part, pour ce qui est de la recherche, et il s'agit d'un travail de juriste, de pénaliste, pour aller devant, dès lors que les dossiers sont ficelés, sont prêts, par la collaboration entre les historiens et les hommes de loi, aller devant les instances judiciaires internationales pour tous les dossiers qui sont ficelés. Le dossier des essais nucléaires est largement prêt. Je discutais avec une grande avocate algérienne que je respecte beaucoup et elle me dit que le dossier est ficelé. Je pense que définitivement, il appartient à l'Algérie d'engager ces chantiers de recherche historique et mettre l'ancienne puissance coloniale, la mener devant les tribunaux internationaux et nous occuper de politique. Nous sommes un pays central dans notre région. Nous avons été pendant longtemps le porte-drapeau de l'Afrique et des non-alignés. Il nous appartient maintenant, et cela est en train de se faire, de renforcer notre rôle. Niger, vous savez, le monde ne respecte que les gens forts, que les États forts. Et pour que l'Algérie devienne un État fort, il faut plus de démocratie, plus de liberté, un front intérieur solide. Et nous n'avons pas à attendre la bénédiction ni de Paris, ni d'Ankara. Nous n'avons pas à attendre le discours de Macron sur les événements du 17 octobre. C'est à nous de faire notre recherche et c'est aux hommes et aux femmes de la Wilaya 7, parce que la Wilaya 7 maintenant, elle compte un peu plus de 5 millions. Et je pense que les autorités françaises doivent y réfléchir. Monsieur Zitouni, en une minute, on arrive un peu au terme de l'émission. Aujourd'hui, on a rappelé notre ambassadeur à Paris. Quelle est l'étape à suivre? Que doit-on attendre après ce dérapage d'Emmanuel Macron? Oui, moi je crois rapidement, il y a d'abord une guerre idéologique à mener. Rappelez-vous en avril 2021, cette pétition de généraux français pour un retour de l'honneur et du devoir, où il faisait l'apologie du séparatisme, du racialisme, de l'ethnicisme, autant de thématiques qui ont été reprises en filigrane par le président Macron. Et donc on voit bien que celui qui se soumet à ces généraux, c'est bien Macron et pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et il me semble que c'est tout aussi important, si on devait réfléchir un petit peu sur ce que constitue, ce qui fait la force des États, eh bien, je reprendrai un historien français qui, dans l'identité de la France, Fernand Braudel, disait, à côté de l'administration monarchique, il parlait de la France d'avant la Révolution française, l'armée est donc devenue l'outil le plus actif de la formation unitaire de la France. Voilà donc que l'on nous reproche d'avoir une armée qui travaille à l'unité nationale. Ça gêne beaucoup, mais je renvoie les historiens en herbe à leurs propres professeurs afin qu'ils comprennent le rôle historique des armées dans les édifications des États. Donc il y a d'abord un travail idéologique à réaliser parce qu'on se bat avec des idées. En ce sens, je suis parfaitement en accord avec M. Amara qui appelle à une production de l'histoire par nos élites, mais ce n'est pas simplement une production qui va s'appuyer sur des archives, il faut aussi innover dans l'approche historique, c'est-à-dire dans la méthodologie de la réalisation de l'histoire. On ne fait pas d'histoire sans géographie, on ne fait pas d'histoire sans anthropologie, sans sociologie. C'est donc aussi à nous d'innover dans ce domaine-là afin de porter le débat là où il doit être porté, sur le plan des idées avant toute chose. Monsieur Amara? Oui, je suppose que oui. Je suis ravi d'entendre qu'on est tous d'accord sur ce point. Vous savez, moi, j'ai rien à attendre du président français, Emmanuel Macron, j'ai rien à lui demander. Mais celui à qui je m'adresse, avec toute la solennité nécessaire à cela,
c'est au président Abdelmadjid Tebboune. Je pense qu'il faut travailler à libérer les énergies et à libérer la recherche. Parce que je pense qu'il y a véritablement, il ne faut pas nier, malgré tout, des contraintes institutionnelles à ce que la recherche se fasse dans de bonnes conditions en Algérie. Et effectivement, il y a beaucoup d'archives en France et ailleurs. Moi, j'en ai consulté à Madrid, j'en ai consulté à Istanbul. Mais vous savez qu'il y a de nombreuses archives qui sont en Algérie. Toutes les archives des tribunaux français, essentiellement de première instance, sont en Algérie. Ouais. Ça fait 2 ans que je cherche à les avoir, difficile d'y avoir accès. Il faut qu'il y ait aussi une volonté politique. Oui, je pense que cette volonté politique, nous devons l'avoir, nous. Nous devons, et pour cela, plus de démocratie, ne pas avoir peur de notre histoire, ne pas avoir peur d'écrire notre histoire, dépassionner notre histoire, et surtout ne pas la polluer avec les histoires. Oui. Les histoires qui ont eu lieu entre ce qu'on appelle le clan de Oujda, le clan de Gardimao, l'intérieur, l'extérieur, ne pas polluer le travail des historiens, laisser les historiens faire leur travail. Si vous me permettez, il y a eu un mot dans la rencontre entre Macron et les jeunes, c'est la haine de la France et des Français. Les Algériens ne connaissent pas la haine envers les nations, envers les peuples, envers les cultures. Ce sont les auteurs algériens d'expression française qui ont redonné leur lettre de noblesse à la littérature française. C'est Mamri, c'est Dib, c'est Pharaon, c'est Assia Djbar, et pour la nouvelle génération, c'est Yasmina Khadra Moulsehoul, c'est Rachid Boudjedra. Donc, on n'a pas de haine. Par contre, les Algériens ont du mépris. Ils ont du mépris pour ceux qui tiennent un discours paternaliste. Ils ont du mépris pour les néocolonialistes. Et ils ont du mépris pour ceux qui veulent nous apprendre comment gouverner notre pays. Quand les Algériens n'ont plus voulu, n'ont plus voulu d'un 5e mandat, d'un président qui ne pouvait plus faire face à ses responsabilités, ils l'ont fait tout seul. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Brahim Zitouni, notre ami Brahim Zitouni l'avait rappelé tout à l'heure, à ce moment-là, Paris avait actionné, bougé pour avoir un prolongement du 4e mandat. Les Algériens ne connaissent pas la haine. Les Algériens ont fait la différence pendant la période de la lutte. Ils ont fait la différence entre Ozarès et Gisèle Halimi. Ils ont fait la différence entre les soudards de l'armée française et les parachutistes de Mathieu. Et les Algériens ont continué à aimer, à respecter les porteurs de valises du réseau Jensen. Les Algériens savent faire la différence. Nous avons rédigé la déclaration de novembre en français. Nous n'avons pas d'a priori. Donc si haine il y a, suivez mon regard. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir participé à ce débat, loin de toute passion, mais en revenant sur les faits historiques et les faits d'actualité. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau débat de questions d'actu. Bonsoir. الدفع الإلكتروني ارسل لي لموبيليس من الدار ولا من مكان آخر يمكنكم تعبئة رصيدكم أو تسديد فاتورتكم في أي وقت بلا ما تنقلوا. ما عليكم غير تلتحقوا بالموقع e-paiement.com